ces chantiers à disposition finalement des acteurs de la formation. Et on peut trouver les acteurs comme Ecopolis, les acteurs de la formation du bâtiment qui seraient partants pour partir là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu les germes et peut-être la suite de cette histoire-là. D'accord. Super. Gros boulot encore, hein. Bravo. Non, mais le MOOC, ça a vachement de succès. Hein. Alors, si tu veux, on l'a sorti au lancement genre la semaine du confinement. Ah ouais, complètement. C'est dingue. Ah Donc, ouais. chez vous, et nous, on est arrivé avec, vous voulez avoir 6 heures de formation gratuite avec des vidéos pour vous faire une reconversion dans des métiers intéressants. Donc, ça a eu un succès de fou, quoi. Et sur les 2 sessions en plus, hein, parce qu'il s'avère que pour la session 2, ça s'est passé exactement de la même manière. Oui, parce que la deuxième session, on l'a lancée au moment du reconfinement, puisqu'il s'est lancé la dernière octobre, tu vois, la dernière semaine d'octobre. Donc là, j'ai dit à Elora, il faut qu'on arrête les sessions, parce qu'à chaque fois, on a un confinement. Est-ce que c'est pas nous qui foutons la poisse, quoi? Ouais. Ça marche. OK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Elora Dosres, je suis chargée de mission économie circulaire au sein de la Maison des Canaux et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence La Maison des Canaux, retour sur une rénovation exemplaire qui sera la dernière organisée dans le cadre du MOOC, l'économie circulaire appliquée au bâtiment, au design et au mobilier. Vous pouvez toujours vous inscrire sur la plateforme www.mooc-économie-circulaire.fr pour suivre cette formation gratuite en ligne. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Les Canaux, c'est une association qui soutient les acteurs engagés pour la planète et la solidarité en les formant, en les accompagnant et en les mettant en relation avec des partenaires pour leur permettre de développer leur business. Mais Les Canaux, c'est aussi une maison qui est la vitrine internationale de l'économie circulaire. Ce projet de rénovation circulaire, il a été porté par l'association, mais également par la ville de Paris. Et pour introduire cette conférence, j'accueille Florentin Letissier, adjoint à la maire de Paris en charge de l'ESS, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Bonsoir, monsieur Letissier. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, l'intégration de l'économie circulaire dans l'aménagement et le bâtiment, c'est un enjeu aujourd'hui dans les politiques publiques. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les ambitions de la ville de Paris à ce sujet? Tout à fait. Alors déjà, merci pour m'avoir invité. Je suis toujours très heureux de participer à ces belles conférences des canaux qui sont une vraie vitrine de l'économie circulaire pour Paris et bien au-delà. Alors effectivement, tout ce qui est le secteur de la construction, de l'ameublement, ça génère aujourd'hui énormément de déchets. C'est de loin d'ailleurs le premier secteur producteur de déchets à Paris et ailleurs. À Paris, pour vous donner un chiffre, c'est 3,5 millions de tonnes par an de déchets. Donc c'est énorme. Il faut vraiment qu'on s'attaque effectivement à ces gisements d'économie circulaire et donc mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Alors ce travail, il a commencé déjà sous la précédente mandature avec Antoinette Guhl qui occupait mes fonctions et notamment via justement la rénovation de la Maison des Canaux qui va vous être présentée ce soir, qui est vraiment tout ce qui est le plus exemplaire en fait dans la matière, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent voir aujourd'hui justement ce qui s'est fait aux canaux. Et moi-même, que la première fois que j'ai visité les canaux, quand Elisa m'a fait visiter, j'étais vraiment très impressionné par tout ce que j'ai pu voir. Et c'est vrai que voilà, sur cette mandature, on veut vraiment poursuivre dans l'implication de la ville de Paris pour justement faire de l'économie circulaire dans le bâtiment, dans la construction, dans l'ameublement. On veut systématiser les démarches sur tous les chantiers possibles à Paris. Et pour cela, en gros, on a deux grands axes de travail. Un premier, c'est tout ce qui se passe en amont des chantiers, où il faut vraiment faire en sorte que les matériaux soient éco-conçus, pensés pour justement, dès la production, on pense à la façon dont on va pouvoir réutiliser ces matériaux ensuite dans la phase de réaménagement. Par exemple, la façon dont on va pouvoir aussi les démonter pour les réutiliser. Donc, c'est en amont des chantiers. Et puis ensuite, en aval des chantiers, faire en sorte que les déchets de chantier soient au maximum réutilisés pour d'autres chantiers ou alors qu'ils puissent être réinventés et transformés pour servir à d'autres usages. Donc voilà, pour ça, on travaille vraiment la filière du bâtiment et de l'aménagement dans l'économie circulaire. On le fait bien évidemment avec les canaux. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu dire un petit mot d'introduction et j'en profite pour saluer encore une fois tout le travail qui a été fait aux canaux, à la ville de Paris et aussi tous les gens qui ont été impliqués dans cette belle et exemplaire rénovation. Merci beaucoup Florentin et on est toujours ravis au canaux bien sûr de travailler avec la ville de Paris sur ces sujets. Alors ce soir, en compagnie de nos invités, je vous propose de revenir en images et en témoignages sur la rénovation circulaire et inclusive de la Maison des Canaux. Nos intervenantes répondront à toutes vos questions à la fin de la table ronde, alors n'hésitez pas dès à présent à les poser dans le chat. Et nous donnons la parole ce soir aux actrices de cette rénovation. Isabelle Lardin, ingénieure en chef à la ville de Paris et chargée de mission économie circulaire et études de coûts auprès de la direction du logement et de l'habitat. Mélanie Laborde, designer en innovation circulaire et solidaire au sein d'OHU Design, et Elisa Yavchitz, directrice générale des canaux. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir. 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 Alors, en 2017, l'ADLH a mis à disposition des canaux ce bâtiment qui était l'ancien centre administratif des canaux de Paris et qui était resté inhabité pendant une dizaine d'années. Elisa, pouvez-vous expliquer pourquoi était-ce important pour les canaux que les travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment soient circulaires et inclusifs? Alors, merci Laura, merci. Je suis très contente d'exposer dans le cadre du MOOC cette rénovation parce que on l'a vu à travers le MOOC, ça intéresse énormément de gens finalement de voir comment on a travaillé. Et si on l'a fait à notre petite échelle, l'idée c'est de pouvoir le diffuser le plus largement possible et puis d'inciter des acteurs architectes, des promoteurs, mais aussi des futurs propriétaires peut-être de maisons, des locataires qui feraient pression sur leurs propriétaires pour que le secteur du bâtiment devienne plus durable. Alors, les canaux, d'abord on s'appelle les canaux parce qu'on est dans la maison des canaux de la ville de Paris. Le projet a été impulsé par Anne Hidalgo dans son programme. Lorsqu'elle a été élue maire de Paris, elle avait souhaité aider à la création d'un lieu qui allait pouvoir soutenir une économie impliquée pour la planète et pour la solidarité, comme tu l'as dit. Et l'idée, on s'est demandé où héberger ce beau projet. Et cette maison était inoccupée.
Et c'était un partenaire privé de la ville qui en avait la concession. Et même s'il payait un loyer à la ville, il ne l'utilisait pas. Et dans une ville aussi dense que Paris, on ne peut pas se permettre d'avoir des lieux qui ne sont pas utilisés. Et donc, la ville a repris possession de cette maison, et c'est la DLH, donc la direction d'Isabelle Lardin, qui en fait la gestion et qui, du coup, le met à disposition. Enfin, en fait, nous sommes les locataires, l'association Les Canaux est le locataire de la ville de Paris sur ce bâtiment. Mais quand on a voulu faire les travaux, on a voulu que ce bâtiment il soit à l'image de cette économie qu'on défendait. Donc, il était pour nous essentiel que les travaux soient conduits d'un point de vue solidaire et circulaire. Solidaire pour qu'on puisse le plus possible y intégrer des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises qui s'engagent dans l'insertion, dans l'aide en général, et puis circulaire parce qu'on voulait vraiment travailler sur le moindre impact sur l'environnement et voir comment on pouvait faire une rénovation, puisque c'était une rénovation avec le moindre impact. La ville était déjà en pointe en matière de construction écologique et elle avait construit des bâtiments déjà zéro carbone, des bâtiments, elle avait commencé à construire des bâtiments tout en bois et elle commençait à avoir vraiment une expertise dans construire d'une autre manière. Et c'était un mouvement en France qui construisait. Mais aucune rénovation, c'est-à-dire prendre un bâtiment ancien, et en l'occurrence là c'est un bâtiment de 1892, n'avait été opéré pour être vraiment très écologique. Et donc on a créé on a avec la ville de Paris, mais le cabinet de la maire, le cabinet du coup d'Antoinette Gull qui était la prédécessrice de Florentin, les différentes directions de la ville de Paris, mais aussi le pavillon de l'Arsenal, des experts comme le REFER, le réseau des ressourceries et des recycleries parisiennes, tous les experts qu'on a pu solliciter autour de nous sur comment on pouvait rénover de manière le plus écologique possible, et on a essayé d'inventer des solutions et voilà. Et c'est ce qu'on va vous raconter un petit peu aujourd'hui, c'est quelles sont les méthodes et comment on a… Mais avant tout, ce que je dirais, c'était que on s'est toujours posé… C'était la première fois que ça a eu lieu. La rénovation des canaux a eu le prix de la meilleure rénovation en France en 2018 et décerné par le ministère de la Cohésion des Territoires. C'était une grande fierté pour la ville de Paris. Mais c'était en fait, c'est de la low-tech, c'est de l'intelligence. Il y a beaucoup on va dire, de matière grise et de dynamisme, de créativité qui ont été mis autour du projet pour essayer d'inventer les solutions les plus écologiques. Et pas mal des choses qu'on a fait il y a 3 ans, aujourd'hui, sont utilisées ailleurs et parfois même ont été inscrites dans la loi, dans la nouvelle loi sur l'économie circulaire. Et justement, sur la matière grise qui a pu être mise en œuvre sur ce chantier, Isabelle va pouvoir en dire quelques mots, puisque la DLH donc, a mis à disposition, comme tu le disais si bien, ce bâtiment, et elle a assuré la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur ce projet. Isabelle, est-ce que vous pouvez du coup rappeler le contexte dans lequel s'est tenu ce chantier? Quels ont été les grands enjeux et comment la démarche circulaire a-t-elle influencé la préparation et le déroulement de ces travaux? Oui, merci à vous de me permettre de présenter un peu cette démarche exemplaire, et nous étions très fiers de pouvoir mener cette opération. Dans le cadre de cette opération, nous avions un enjeu calendaire qui était de permettre à l'association Les Canaux d'ouvrir ses portes mi-2017, ce qui impliquait de réaliser les études et les travaux en 6 mois. Du coup, l'équipe d'Amandine Caby, qui donc assure la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, m'a demandé mon aide et a utilisé les différents marchés existants de la ville pour les travaux. Pour tout ce qui concerne l'aménagement intérieur et notamment cette démarche de réemploi et d'économie circulaire, nous avons fait appel donc à un groupement composé d'une agence, Épatant, et d'OHU Design, Mélanie Laborde, qui vous expliquera par la suite
ce qui a été réalisé. Contrairement à aujourd'hui, les expérimentations de réemploi étaient quasi inexistantes à ce moment-là. Aussi, en complément de cet accompagnement de ce groupement d'ingénierie, nous avons fait appel à, comme l'a expliqué Elisa, un comité de pilotage composé d'experts internes à la ville et d'experts externes comme l'ADEME et le REFER, qui ont suivi l'opération aussi bien pour la conception que la réalisation. Les études ont débuté par ce que nous appelons aujourd'hui un diagnostic produit matériaux déchets et un diagnostic remploi qui n'existait pas à l'époque et qui a été réalisé par OHU Design. En parallèle, l'agence CEPATON a conçu la scénographie des lieux et l'aménagement intérieur en lien d'une part avec les usages demandés par l'association Les Canaux, mais également les mobiliers existants et ou ceux qui étaient proposés par OHU Design, puisqu'ils ont effectué un recensement de tout ce qui était possible en matériaux, mobiliers et produits de seconde vie. Ce qui est important à noter, c'est que tous ces matériaux, produits mobiliers de seconde vie qui ont été retenus n'ont pas nécessité de vérification supplémentaire pour assurer donc leur performance et garantie, à l'exception des luminaires en papier sulfurisé qui ont fait l'objet d'un ATEX pour vérifier leur conformité vis-à-vis des prescriptions européennes et des normes de sécurité. En complément de ce recensement en matériaux et produits de seconde vie qui a été réalisé, nous avons fait appel aussi à une start-up Matabase pour tout ce qui concerne les produits biosourcés et ou écolabellisés afin d'être complètement exemplaires. À l'issue de l'ensemble des études d'ingénierie, des notes méthodologiques ont été rédigées et transmises à nos prestataires de travaux. Concernant les travaux, comme l'a évoqué Elisa, l'objectif, c'était d'une part qu'ils soient inclusifs, c'est-à-dire qu'ils associent les riverains, et d'autre part qu'ils soient exemplaires. Pour qu'ils soient inclusifs, nous avons donc élaboré une exposition qui a été mise à jour sur les barrières de chantier afin de permettre aux habitants de s'approprier la démarche, les parties prenantes et les enjeux. Et également, nous avons organisé des visites de chantier. Au niveau des travaux proprement dit, le fait de recourir au marché existant a nécessité de mettre en place un accompagnement renforcé auprès de nos prestataires, puisque c'est la nécessité de changer leurs pratiques. Bien évidemment, aujourd'hui, nous aurions inclus des clauses directement dans les marchés, ce qui aurait simplifié notre travail. Notre accompagnement donc, a consisté à, d'une part, imposer une charte de travaux qui a été co-conçue par notre collège d'experts et qui précisait aux différents prestataires les principes de l'économie circulaire et les actions qui en découlaient. Nous avons également sensibilisé très régulièrement le personnel à la démarche, au choix des matériaux, au matériel, à leur devenir, à la dépôt soigné et au tri des déchets. Et enfin, nous sommes appuyés sur les documents d'accompagnement qui ont été conçus par OHU Design à l'intention des déménageurs et de l'entreprise tout corps d'État. Nous nous sommes également appuyés sur les ateliers de la ville qui ont contribué à la transformation de certains mobiliers. Enfin, bien que nous ayons fait l'effort d'optimiser et de maximiser le remploi et la réutilisation, il y avait quand même certains déchets à traiter. Et pour cela, nous les avons suivis de manière rigoureuse puisqu'il y avait une pesée systématique à la sortie du chantier et nous exigions un bon suivi pour nous assurer qu'ils allaient bien vers la filière retenue, à savoir en priorité le recyclage. Ok, très bien. Merci beaucoup Isabelle pour toutes les étapes du coup de ce chantier que vous avez retracé. Alors justement, vous parliez d'OHU Design et donc Mélanie Aborde qui est avec nous a été assistante à la maîtrise d'ouvrage, a effectué l'audit qui a permis d'évaluer le potentiel de réemploi des matériaux présents sur le site. Et tu as également effectué un travail de sourcing des structures qui étaient en capacité de réparer, de réemployer et de recycler ces matériaux. Sur quels critères est-ce que tu t'es appuyé pour identifier ces structures et pour déterminer ce qui resterait ou ce qui sortirait de ce chantier? Déjà, merci de m'avoir invité pour vous expliquer un petit peu tout ce travail qui a été fait, je pense personnellement, en intelligence collective avec tous les acteurs et les parties prenantes pour les canaux.
Et avant de vous expliquer un petit peu comment j'ai pu identifier ces structures, il faut aussi comprendre comment j'ai pu d'abord identifier les matériaux parce que pour savoir par où ils passaient, il fallait déjà faire un diagnostic. Et à l'époque, moi, je l'ai appelé un état des lieux parce que je n'avais pas vraiment que des matériaux du BTP et je ne suis pas une personne qui vient du monde du BTP. Mais j'avais 3 types comme du mobilier, du matériel par exemple, comme du matériel électrique, et des matériaux comme de la moquette, des choses comme ça. Donc une fois que j'ai pu, si vous voulez, repérer tout ça et faire un état des lieux pièce par pièce, espace par espace, c'était très précis. Il a fallu derrière évaluer moi ce que j'appelle le potentiel circulaire de chaque élément. Alors, pourquoi je l'appelle comme ça? C'est parce qu'on a tendance à penser tout de suite, si c'est un déchet, enfin, si on considère ça un déchet, il va falloir le recycler. Or, c'est pas forcément la première chose à faire, c'est même la dernière à penser. Donc, il faut essayer de voir le potentiel de chaque élément pour se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour au maximum le réemployer et sous quelle forme? Donc voilà, donc là aussi, en tant que designer à la base, ma créativité m'a aussi servi pour évaluer mais qu'est-ce que je pouvais faire, étant donné qu'on avait entre autres de très belles commodes avec un bois encore de très bonne qualité et qui, vous verrez plus tard, est revenu à plein d'endroits dans la transformation des canaux. Et donc à partir de là, une fois que j'avais évalué ce potentiel, et ben, j'ai pu identifier les structures qui pouvaient répondre à ce potentiel, donc qui pouvaient entre autres réemployer, qui pouvaient retransformer à moindre coût dans le style du surcyclage par exemple, et qu'est-ce qui comme matériaux particulièrement n'avait pas d'autre solution que du recyclage ou de la revalorisation. Voilà. Et là-dedans encore, vous aviez des critères, mais les premiers critères sur lesquels je me suis basée pour choisir ces structures, c'est effectivement des organismes plutôt de l'ESS, de la réinsertion, pour avoir aussi cette action solidaire. Donc c'est souvent sous forme d'association. Alors il faut savoir que est plutôt local, donc ça c'est vraiment un bon point. Il faut savoir aussi que en fonction de ce qu'on avait, il y avait des problématiques de volume, il y avait des problématiques de logistique ou de spécificité de matériaux, et quand ça ne pouvait pas être pris par ces organismes-là, alors j'ai dû sélectionner des structures qui étaient beaucoup plus professionnelles pour s'en occuper et qui, pour le coup, nous permettaient aussi d'avoir ce qu'on appelle un bordereau de suivi de déchets pour savoir traçabilité et savoir ce qui devient à la fin. Donc voilà, ce qui a permis aussi aux canaux de pouvoir communiquer tout ça derrière au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et c'est pas rien, parce que c'est souvent, il y a une demande de transparence, je pense, par beaucoup de personnes. Donc oui, c'est un petit peu le déroulé. Et effectivement, comme l'a dit Isabelle Lardin, derrière, il y avait un outil que j'ai dû créer, qui a été donné aux différents acteurs des canaux, de façon à pouvoir identifier ces déchets, à pouvoir les classer, et puis créer des flux, parce que derrière, il y en a certains qui partent à un endroit, d'autres à un autre endroit, et il faut permettre de simplifier cette gestion-là. Donc cet outil d'accompagnement plutôt visuel, parce qu'en tant que designer, on dit qu'une image vaut 1000 mots, donc ça aide beaucoup, en tout cas. Voilà, a été là aussi pour faciliter cette rénovation. Merci beaucoup Mélanie. On va voir en image donc la maison des canaux. Je rappelle quand même que grâce au travail collaboratif de toutes nos actrices, bien 95% des déchets qui étaient présents sur place ont pu être réutilisés, réinventés grâce à ce travail. Alors, notre belle maison des canaux, la voici en image. On va la commenter. Vous avez ici donc l'escalier qui mène au premier étage. On voit ici l'avant et l'après. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des petites anecdotes à donner pour le public éventuellement. Alors peut-être, en fait, effectivement, comme le disait Mélanie, c'est vraiment, il y a eu un diagnostic qui a été fait matériau par matériau, et l'idée c'était de favoriser toujours le réemploi sur site, si possible du réemploi pérenne, sinon du réemploi éphémère. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, vous voyez que là on était dans un bâtiment des années 60, des années 50 qui avait mis de la moquette du sol au plafond. Donc là dans le couloir vous avez de la moquette au mur. Et bien, cette moquette, elle a été réutilisée comme bâche. Elle était comme très abîmée, elle ne pouvait pas repartir
pourrait être réemployée en tant que moquette et elle ne pouvait même pas y repartir en tant que recyclage parce qu'il y avait trop de poussière dessus, mais elle a servi comme bâche de travaux. Et plutôt que d'aller acheter des bâches en plastique, c'est les vieilles moquettes qui ont servi de bâches de travaux. Vous voyez, alors, là, on est donc dans le couloir du premier étage, hein, donc juste quand on sort de ces escaliers. Et je rappelle au public, bien sûr, on est en train de présenter tout ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez là les expertes de cette rénovation, donc elles répondront à vos questions dans quelques minutes. Donc, c'est vrai que le bâtiment avait été extrêmement abîmé parce qu'il était inoccupé, il y avait eu des dégâts des eaux, etc. Et donc, donnait un sentiment de délabrement. Et du coup, l'entreprise, qui est une entreprise totalement de travaux traditionnels, nous avait dit qu'on ne pouvait pas récupérer le sol et qu'il fallait mettre du lino ou quelque chose. Finalement, on a insisté pour qu'on récupère le sol initial et on a trouvé un très beau parquet. Et en 2 jours, le parquet a été récupéré. Et nous avons mis, dans quelques pièces, nous avons mis de la moquette, qui est une moquette qui a été sourcée et qui est 100% cradle to cradle, c'est-à-dire fabriquée à partir de moquettes récupérées et de plastique recyclé, mais uniquement dans les pièces où on ne pouvait pas récupérer le parquet. Donc, c'est quelques pièces. Et puis, on a même aussi récupéré des lattes pour pouvoir au maximum les replacer dans d'autres endroits et revenir vraiment à chaque fois. Il y a eu un beau travail qui a été fait avec le bois, on le voit ici. Donc là, c'est un des bureaux du premier étage. Alors là, c'est intéressant parce qu'on était dans une administration, donc c'était l'administration des canaux depuis 1892, donc bien avant l'informatique. Et il y avait donc des armoires d'archivage partout, mais vraiment partout. Et des belles armoires faites sur mesure dans les années 50, peut-être Isabelle, mais qui étaient quand même dans un matériau noble. Donc tout ce bois a été récupéré et a été donné à des menuiseries qui travaillent en insertion. Donc pour les citer, Extramuros, qui est une menuiserie d'insertion, et aussi À Travers Fil, qui est une menuiserie associative qui fait beaucoup pour la diffusion et qui ont utilisé ce bois pour fabriquer les bureaux, des canaux, des suspensions. Donc 100% du bois a été réutilisé aussi dans le mobilier. Je montre là ici l'avant-après, hein, justement les fameuses suspensions dont tu parlais, elles ont servi effectivement pour l'isolation acoustique des pièces où le plafond est très très haut. Voilà. Et donc, Isabelle, tu peux aussi peut-être nous parler des câbles, parce qu'on n'a pas fait de trous dans les plafonds, justement, pour ne pas créer de déchets. Tu veux dire un mot là-dessus? Tout à fait. Donc, juste pour le public, pour que vous vous rendiez compte, vous les voyez donc sur la première photo, ce sont donc les passe-câbles métalliques qui se trouvent en haut à gauche, et on voit donc sur la deuxième photo, en haut à droite, ces mêmes passe-câbles métalliques. Oui, on a conservé en fait les chemins de câbles en les transformant pour que justement il n'y ait pas de percement et que du coup ça puisse à la fois avoir un rôle comment dire esthétique et en même temps que ça joue le rôle de chemin de câble. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est que c'est le premier endroit en France qui est 100% meublé à partir de déchets, puisque 100% du mobilier est fabriqué à partir de déchets. Donc, ce ne sont pas que des déchets fabriqués issus du chantier, c'est aussi une vingtaine d'entreprises du mobilier que vous avez pu découvrir dans le MOOC. Et donc là, par exemple, vous voyez les chaises de Maximum qui récupèrent le plastique de l'industrie plastique et qui crée beaucoup de déchets, en fait, parce que quand on colore le plastique, on passe par des phases où la couleur est imparfaite et donc cette couleur imparfaite part en benne. Et eux récupèrent et font des très jolies coques. Et ce sont eux qui... voilà. Et le mobilier, l'autre table là, est un mobilier qui a été aussi récupéré au Théâtre Carnavalet, au Musée Carnavalet, et qui partait en benne et qui a été réemployé. Tout à fait. Et là, on a donc la grande salle qui se trouve tout au bout, qui est une de nos salles de réunion et d'événementiel. On voit bien l'avant-après. Il y a également du mobilier qui était là avant et qui a été du coup réutilisé, n'est-ce pas? Oui, alors il y a ces fauteuils qui étaient à la cave, qu'on voit, qui étaient un peu orange moche.
et qui ont été rétapissés et restaurés par la collecterie de Montreuil, qui est une ressourcerie à Montreuil, qui fait de l'insertion des personnes très éloignées de l'emploi à travers les métiers du mobilier. Ils ont donc retapissé les fauteuils à partir d'un tissu, d'ailleurs, qui est 100% fabriqué à partir de plastique recyclé. Donc, c'est très joli. Et vous voyez aussi ces suspensions en papier. Et je peux en dire peut-être un mot aussi parce que je crois qu'il est aussi présent dans le MOOC. Et c'est Junior Fried-Jacquet qui a fait ces très belles, ces nuages de papier cuisson. C'est du papier sulfurisé qui est réinventé avec des techniques d'origami par des femmes en insertion, conduites par cette grande artiste qui est Junior Fried-Jacquet et qui a donc du coup fait des très beaux, un peu partout d'ailleurs, dans la maison, des très très beaux luminaires en papier recyclé, en papier sulfurisé recyclé. Tout à fait, il a fait la majorité des luminaires qui sont sur le lieu. Et donc, on vous rappelle hein, www.mooc-économie-circulaire.fr. Venez revoir tous les témoignages des artistes, des artisans circulaires, solidaires qui ont participé à l'aménagement de ce bâtiment. On va terminer avec une dernière question. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, cette dernière question, elle est pour vous trois. 3 ans après cette rénovation, comment vous continuez à mettre en œuvre ce que vous avez développé sur ce chantier? Mélanie, peut-être, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci Laura. Alors, moi, ce que quelque part j'ai retenu aussi du chantier et ce qui était vraiment très intéressant, c'est le besoin d'outils et de méthodes particulières justement adaptées pour pouvoir faire cette transition vers le circulaire. Effectivement, il faut diffuser, il faut en parler. Je pense qu'il n'y a pas des spécialistes sur le circulaire, mais on doit tous quelque part devenir un peu spécialistes. Enfin, c'est ma conviction. Mais derrière, on a aussi besoin d'outils spécifiques pour nous aider. Et aujourd'hui, une partie de mon travail, c'est, moi, je m'étais sentie quelque part une facilitatrice du circulaire à l'époque. Et aujourd'hui, bah oui, je suis une facilitatrice en design thinking circulaire et je crée des outils justement pour l'intelligence collective enfin plutôt aider l'intelligence collective pour appliquer, trouver des solutions circulaires. Donc c'est voilà comment aujourd'hui cette expérience, je l'ai dans ma vie en tout cas. Ouais, cette dynamique collaborative dont tu parles, effectivement, elle se poursuit aussi au Canot. Isabelle, est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Oui, alors nous, cette première expérience, en tout cas, de réhabilitation de la phase 1, a nourri l'élaboration d'un guide économie circulaire que nous avons largement partagé en interne ville et auprès des autres maîtres d'ouvrage, que ce soit les bailleurs sociaux, mais plus largement au niveau national. Et ça a servi également à l'élaboration de notre programme de réhabilitation de la phase 2 des canaux, puisque là, vous avez vu l'aménagement du premier et du deuxième étage, mais la réhabilitation n'est pas terminée, puisque nous envisageons de réhabiliter également le rez-de-chaussée, avec la création d'une grande salle polyvalente et multi-usage, l'aménagement du sous-sol avec une salle de résilience, la création d'une terrasse extérieure, le changement de chaufferie et puis l'amélioration de la performance thermique. Donc, notre objectif, c'est comme pour la phase 1, c'est d'être un démonstrateur de l'économie circulaire. Et donc, du coup, les candidats que nous avons sélectionnés, c'est sur la base de la sobriété en matériaux, en énergie, sur le recours à des énergies renouvelables pour le chauffage, sur l'adaptabilité des lieux pour répondre aux multi-usages, sur la démontabilité pour anticiper la fin de vie et sur la gestion durable des déchets. Alors bien entendu, comme l'a dit Elisa et puis Mélanie, tout ça nécessite une coordination, une facilitation et donc du coup, le dernier critère, c'était le management des parties prenantes puisque cela mobilise énormément d'acteurs. Donc le groupement qui a été lauréat de ce marché, c'est le groupement d'architecture Grand 8 et les travaux vont débuter courant mars 2021. Merci beaucoup. Est-ce que Elisa, peut-être tu veux compléter ce que dit Isabelle?
Eh bien, oui, donc on va avoir une deuxième phase. Isabelle l'a très bien dit, de travaux au canot qui vont permettre d'accueillir encore plus de monde, parce que notre but, c'est de pouvoir sensibiliser, accompagner les entreprises. Et donc, nous, un peu dans la suite finalement, de ce chantier, d'abord, on a créé le MOOC pour pouvoir le raconter. Et donc, c'est comme ça qu'est né le MOOC, en fait, parce qu'on a réuni tous les acteurs qui avaient participé. Et on s'est dit, la première chose, c'est de pouvoir le transmettre. Et c'est pour ça que je suis particulièrement aujourd'hui contente qu'il y ait 3000 personnes qui suivent ce MOOC actuellement et voilà. Et puis, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la ville de Paris a changé totalement ses méthodes. Isabelle pourrait en dire peut-être plus de mots et dans le cadre des questions, mais depuis, il y a une plateforme du réemploi qui a été créée. Il y a donc le rapport économie circulaire qui aujourd'hui est utilisé pour tous les chantiers de la ville de Paris. Et puis au-delà de la ville de Paris, c'est l'ensemble du secteur du bâtiment qui a très fortement évolué dans les 3 dernières années. Aujourd'hui, les diagnostics déchets, alors on ne les appelle pas comme ça, mais sont inscrits même dans la loi et sont devenus une obligation à partir de 2021. Donc on est encore très, très loin de recycler et de réemployer toutes les matières. Le secteur du bâtiment a encore beaucoup à faire puisque c'est le premier générateur de déchets, ce que nous a dit Florentin. C'est un secteur qui est extrêmement contribueur de gaz à effet de serre et de pollution et de déchets. Donc, il a tout un chemin à faire pour être plus durable et plus écologique. Mais on voit que les choses peuvent aller vite. Et ce qu'on ressent avec la ville de Paris, et on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines, c'est la nécessité de changer les pratiques de métier. Aujourd'hui, les gens sont sensibilisés, ont envie de faire, ont pu voir au canot ou ailleurs que c'est possible, mais ils ont envie de le mettre en application dans leur métier. Et donc, avec la ville de Paris, avec le secteur du bâtiment, avec Ecopolis, avec l'ADEME, on va à nouveau se mettre en intelligence collective pour créer des supports de formation aux pratiques. Parce que c'est vraiment les pratiques qui doivent changer. Par exemple, je donne toujours cet exemple-là, mais quand on a commencé, comme il fallait mettre des portes avec des poignées. Alors, normalement, dans un chantier normal, on achète des poignées. On les achète, on les reçoit, elles sont empaquetées dans des cartons avec du plastique, on déballe tout ça et on installe. Là, on est allé chercher des anciennes poignées, donc il n'y avait pas de plateforme à l'époque, maintenant il y en a, mais on a été chercher chez Retors, là où on pouvait trouver, on a trouvé des poignées très bien des années 70 et il a fallu les nettoyer et les replacer. Donc la gestuelle n'est pas la même. Et ça s'applique un peu sur tous les corps de métier. Donc comment sur chaque pratique professionnelle on l'adapte pour intégrer l'économie circulaire, le réemploi et des pratiques moins nocives pour l'environnement, c'est un peu le chemin qu'on a devant nous pour rendre le bâtiment et on va y travailler collectivement dans les mois à venir. Merci beaucoup, Elisa. On reçoit les premières questions de nos téléspectateurs. Une première question. Quelles ont été les difficultés que vous avez dû surmonter pour réaliser ce chantier et le recours à l'économie circulaire a-t-elle généré des surcoûts? Alors, Isabelle, je veux bien répondre sur les difficultés et tu répondras sur le coût. Très bien. Alors, la société que nous avons employée, enfin qui était en marché avec la ville, n'était pas du tout sur l'économie circulaire puisque c'était un marché préalable. Et c'est vrai qu'au début, ils nous ont un peu regardé avec des grands yeux quand on leur a demandé tout d'un coup de trier tous les déchets, etc. On rappelle que sur les chantiers, il y avait le principe de tout à la benne et que de fait, c'était des pratiques un peu différentes. Alors, par exemple, sur les poignées, il est venu me voir, le responsable de chantier, très content. Il avait trouvé une poignée, mais vraiment pas chère, fabriquée en Chine pour 2 €. Et donc, il me dit, voyez, vous qui voulez réduire les coûts, là, vraiment, on a trouvé le moins cher du marché. Et donc, je lui ai dit, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas du tout d'aller trouver une moitié de poignée qui va s'abîmer complètement et qui vient de Chine. C'est est-ce qu'on n'a pas autour de nous, dans le quartier, des poignées qu'on va jeter et donc qu'on peut utiliser. Et c'est là que progressivement, ils ont compris. Mais c'est un changement de mentalité.
qui ne s'est pas fait dans la douleur parce que tout le monde y a mis du sien et tout le monde a vécu une sorte d'aventure aussi collective. Donc c'était sa nécessité de réfléchir et sa nécessité de changer ses habitudes, mais c'était ça qui était aussi passionnant dans le chantier. Alors, moi, je vais répondre sur la partie coût. Donc, les travaux, au final, n'ont pas généré de surcoût. On est dans les coûts moyens, plutôt même bas en termes de réhabilitation. Toutefois, ce qui n'est pas compté, c'est notre temps d'ingénierie et d'intelligence collective qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui était nécessaire parce qu'on étions en démarrage de ce genre de pratique. Aujourd'hui, on a déjà 3 ans et depuis, les acteurs ont évolué. On a de plus en plus donc de bureaux d'études spécialisés sur le domaine, ce qui fait que les coûts sont beaucoup plus raisonnables et il y a besoin de moins d'ingénierie interne puisque cette ingénierie peut être déléguée. Mais pour l'opération elle-même, si l'on met de côté l'ingénierie des services internes de la ville, cela n'a pas généré de surcoût. D'accord, merci pour ces précisions, Isabelle. Une question en lien avec les entreprises générales qui ont travaillé sur le chantier. Savez-vous si elles continuent d'intégrer l'économie circulaire sur leur chantier? Je vais répondre. C'est notre entreprise Tout Corps d'État. Hein, donc, du coup, nous continuons de travailler avec elle. Donc, tout d'abord, ils ont... cette expérience les a conduits à se former, à monter en compétences sur le sujet. Et également, ils ont utilisé ce retour d'expérience pour en faire de la publicité et répondre à d'autres marchés sur lesquels ils ont pu mettre en pratique. Alors, bien sûr, tout ne s'apprend pas sur un chantier, donc il y a forcément encore des choses à apprendre et c'est bien tout l'intérêt de l'école, du projet d'école bâtiment circulaire dont on a évoqué tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a eu une montée en puissance de cette entreprise Tout Corps d'État et qu'elle utilise actuellement sur les chantiers. Merci beaucoup Isabelle. Une autre question, existe-t-il des initiatives qui visent à structurer l'économie circulaire sur les chantiers aujourd'hui? Des outils qui permettent d'identifier des filières de revalorisation ou de recyclage des différents matériaux, par exemple? Alors, je vais encore répondre. Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que vous avez aujourd'hui des acteurs qui sont engagés sur ces sujets. Nous avons un projet européen qui est le projet FCRBE qui établit une cartographie des acteurs sur le territoire national qui donc sont actifs dans le domaine du réemploi, c'est-à-dire qui sont soit fournisseurs ou de matériaux de réemploi, soit transformateurs, soit qui les stockent et les redonnent ou les revendent. Et ils ont également sorti récemment, puisque c'était en mars et en juin 2020, 2 guides, un sur le diagnostic réemploi pour expliquer les différentes étapes et exigences à respecter, et un deuxième qui est comment intégrer le réemploi dans une opération de réhabilitation. Vous avez sur la partie recyclage un autre acteur qui est Démoclès, qui a construit toute une série de guides. C'est une plateforme de professionnels qui est axée notamment sur le recyclage des déchets du second œuvre, qui sont des déchets qui sont très peu recyclés puisque c'est autour de 20 à 30%. Le reste part malheureusement en enfouissement. Et donc, ils ont créé des outils comme la responsabilité juridique du maître d'ouvrage et de l'entreprise de travaux sur les différentes filières de recyclage. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a une mise à jour du site de la Fédération française du bâtiment qui vous donne tous les centres de recyclage avec un petit logo sur le recyclage effectif ou si ça va vers un centre de recyclage qui s'appelle WW Déchets du bâtiment. Et puis, des guides encore plus pratiques comme un guide des clauses pour intégrer dans les marchés publics les clauses afférentes. Et récemment, en septembre 2020, un guide sur le diagnostic. Et puis, vous avez aussi Auré, matériaux du remploi. Enfin, vous avez beaucoup d'acteurs qui vous donnent de l'information sur les évolutions réglementaires et sur des exemples concrets de retour d'expérience qui pourront comme ça vous aider dans ces démarches. Et l'ADEME aussi, en complément,
l'ADEME, qui sur son site, qui a développé des MOOC aussi sur la question et qui a aussi une base de ressources sur son site intéressante. Exactement. Tout à fait. Et on rappelle que tous ces acteurs que vous avez nommés, Isabelle, sont bien évidemment cités sur le MOOC. Donc, n'hésitez pas à venir voir toutes ces ressources qui sont consultables sur la plateforme. Alors, une question par rapport à la phase 2 des travaux. Est-ce qu'il est possible de participer au projet de rénovation du rez-de-chaussée et du sous-sol des canaux en tant que bénévole? Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'en fait, dans ce programme, nous avons prévu entre 5 ou 6 chantiers participatifs, en fait, qui permet donc à des habitants, des apprenants, voilà, quel que soit en fait votre qualification, en tous les cas, de participer au projet. Donc, il y a des chantiers participatifs sur différentes thématiques. Il y en a un sur les pierres, il y en a un sur les textiles, il y en a un sur la terre crue, etc. Et donc, du coup, durant ce chantier, nous ferons des appels à volontariat pour pouvoir participer à ces chantiers participatifs et du coup, apprendre des savoir-faire de façon extrêmement concrète, puisqu'il y aura des formateurs qui sont prévus pour ces journées d'ateliers participatifs. Et donc, vous aurez toutes les informations sur le site des canaux, sur nos réseaux et sur ceux de la ville de Paris, bien sûr, mais ça ne sera pas avant le printemps et l'été. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions. Et une question pour toi, Mélanie. Quel type de matériaux est-il possible aujourd'hui d'upcycler et de transformer? Comment identifiez-vous et choisissez-vous les acteurs avec lesquels vous travaillez? Alors, des matériaux à upcycler ou à transformer, il y en a plein. Je dirais que c'est même large comme question parce que vous avez énormément de choses autour de vous que vous pouvez réutiliser. Moi-même, j'ai réutilisé même des cartons. Enfin, il y a tellement de possibilités. Je ne sais pas comment vous répondre précisément à cette question. Maintenant, pour les structures avec qui je vais travailler, effectivement, tout va dépendre des sujets sur lesquels je travaille. Mais en dehors de la circularité, c'est vrai que je vais faire très attention au côté ESS et solidarité inclusion. Je pense que le circulaire, il ne fonctionnera pas s'il n'y a pas aussi ce côté inclusif. Donc, ça fait partie, moi, des choix de critères des partenaires avec qui je travaille. Je peux peut-être en complément, oui. Laura, en fait, tous les matériaux sont recyclables et réemployables, tous, sauf ceux qui étaient amiantés ou plombés, qui, dans ces cas-là, ont des substances toxiques pour l'humain et donc ne peuvent pas être manipulés, évidemment, et doivent être enfouis dans des règlements très précis et avec des méthodes pour éviter les contaminations. Mais sinon, tout le reste peut être recyclé et réemployé. Donc, nous, notre choix, il a été de le faire de manière un peu concentrique avec Mélanie. La première chose, c'est qu'on a sollicité les ressourceries et les recycleries et les entreprises d'insertion, à savoir Emmaüs, le REFER, le réseau des ressourceries et des recycleries, tous les réseaux en fait des entreprises d'insertion qui pouvaient utiliser du réemploi, à qui ensuite on a aussi, pour ce qui était du mobilier, proposé à des entreprises. Il y avait par exemple un fauteuil roulant qui était là dans une cave. Et donc, on a trouvé le moyen de pouvoir le donner à une association. Voilà. Donc, c'est un travail qui est un peu précis parce que le plus rapide, c'est toujours de mettre le vieux fauteuil roulant à la benne. Et que là, on a été chercher vraiment objet par objet. Et puis ensuite, quand ça n'intéressait pas les structures concentriques, on essayait d'élargir, de trouver d'autres secteurs. Et ensuite, elle rentrait dans le process du recyclage et pas du réemploi. Et sur le recyclage, il y a là, les filières du recyclage sont très bien définies. Vous pouvez les retrouver sur le site de Démoclès notamment. Mais il y a des acteurs du recyclage. Et donc là, nous avons identifié leur distance par rapport aux canaux et le moyen de transport pour qu'on soit sur le moins d'émissions possible
de carbone dans l'emploi. Donc, on a vu comment est-ce qu'on pouvait le transporter par bateau, le transporter le moins loin possible. Voilà, c'est ce travail un peu concentrique qui a été fait du réemploi jusqu'au recyclage avec la question du transport, de la logistique et de trouver des logistiques propres au plus possible. Et donc toujours cette prise en compte multicritère qui est toujours très, très importante quand on fait de l'économie circulaire. Alors, une autre question, si on souhaite aménager un espace en économie circulaire, est-ce qu'il existe un catalogue qui recenserait tous les acteurs de l'upcycling? Je pense peut-être, Elisa, que tu peux répondre à cette question. Alors, donc, dans l'aménagement, là on est sur les travaux, mais dans l'aménagement, vous l'avez vu, il y a l'ensemble du mobilier est fait en matière recyclée, mais par une vingtaine d'entreprises. C'est pas beaucoup, c'est à peu près toutes celles qui étaient en France et qui existaient sur le marché. Donc, suite au chantier des canaux, on a lancé un programme qui s'appelle le Booster Circulaire et qui accompagne partout en France des menuisiers et des fabricants de mobilier qui souhaitent passer justement intégrer les questions d'économie circulaire, que ce soit sur l'éco-conception ou sur l'utilisation de matières recyclées. Et donc, nous avons déjà formé 15 nouveaux fabricants de mobilier et nous sommes en train de lancer nous avons lancé un appel à candidature pour les prochains. Donc, si vous êtes un fabricant de mobilier ou de fourniture de la maison et que vous avez envie de changer votre manière de pratiquer, d'intégrer la question de l'environnement, de la protection de la planète, nous vous accompagnons avec des experts dans tous les secteurs, du design, de l'économie circulaire, mais aussi de la finance, parce qu'il faut peut-être investir. Il y a vraiment des très, très belles fées qui sont autour de ce projet-là parce que c'est un projet important. Et donc, vous pouvez retrouver cet appel à projet sur le site des canaux et on se fera, on fera un plaisir de vous présenter les nouvelles entreprises. Et nous avons donc un catalogue qui est aussi sur notre site où nous recensons la quarantaine d'entreprises en France aujourd'hui qui travaillent sur le mobilier et la fourniture de maison à partir de matériaux recyclés. Tout à fait, on vous invite à le consulter sur le site internet des canaux. Alors, une question assez précise, mais est-ce que ce chantier précurseur qu'a été la rénovation circulaire des canaux a impulsé quelque chose au niveau de la législation? Isabelle? Oui. Comme on vous l'a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, en fait, avant, il existait un simple diagnostic déchets qui était un état des lieux, mais qui du coup n'était pas utilisé. Et le fait d'avoir fait cette opération de diagnostic poussé avec ensuite derrière une recherche sur le réemploi, une recherche sur le repreneur, tout ce que vous avez expliqué d'ailleurs, Mélanie Laborde, a contribué à l'évolution de la loi, puisque du coup, ce qui a été décidé dans la loi AGEC, c'est une refonte du diagnostic pour le transformer en diagnostic produit matériaux déchets avec un fort accent sur les réemplois et tout ce que nous avons mis en œuvre en 2017 est repris dans le projet de décret en cours de consultation. Donc oui, il y a eu une influence et ce d'autant plus que cette opération-là a été, comme je vous l'ai dit, largement diffusée en termes de retour d'expérience et donc a contribué à démontrer ce qui était possible de faire. Il y a eu l'identification également de réseaux sur lequel, Mélanie, tu as travaillé, hein, bien sûr, qui aujourd'hui, est-ce que peut-être tu peux en dire deux mots sur ce réseau et sur comment ça a été identifié? Il y avait des choses qui existaient aussi, comment ça a été valorisé? Sur les réseaux, tu veux dire des structures qui ont participé au canal? Voilà, tout à fait, les structures de l'ESS qui ont participé à… Oui, il en existait effectivement déjà et c'est sur celle-ci qu'on s'est reposé au départ. On a fait en sorte de les faire participer. Bien sûr, il fallait aussi que ça corresponde aux
je ne veux pas dire déchets, je trouve que le mot déchet est presque un grand mot, mais à ce qu'on avait sous la main, en fait, aux ressources qu'on avait sous la main. Et oui, la priorisation a été aussi sur le côté local, hein, c'est-à-dire celles qui étaient, comme avait expliqué très bien Elisa, les plus proches de nous et les plus faciles au niveau logistique, parce que ça aussi c'est un problème et qui fait que souvent, comme tu l'expliquais Laura, tout est mis à la benne, parce qu'à partir du moment où on fait une classification très précise, ça demande plusieurs flux, plusieurs filières et donc plusieurs types de logistique, etc., etc. Donc ça c'était un peu la façon dont on les avait identifiés en premier lieu. Alors, il existe par exemple des plateformes aujourd'hui où on peut acheter du mobilier en réemploi par Internet. Alors, évidemment, il y a le Bon Coin hein, quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César parce on a avec le Bon Coin une plateforme unique de réemploi, enfin de revente et de seconde main sur le mobilier. Et donc, le Bon Coin a certainement fait réduire en tout cas permet d'acheter des choses et de leur proposer une seconde vie. Mais il y a aussi Label Emmaüs dans le réseau de la solidarité et de l'ESS qui est une plateforme internet sur laquelle vous pouvez acheter du mobilier en réemploi. Et puis il y a une autre plateforme qui s'appelle adopteunbureau.com. Et c'est intéressant parce qu'adopteunbureau.com propose justement du mobilier de bureau et donc en quantité. Et c'est souvent ce qui est un petit peu la complexité, c'est qu'on doit acheter 100 chaises et pas une chaise et que donc sur le Bon Coin, on va peut-être en trouver 5, mais peut-être pas 100. Et sur Adopt, on est sur du mobilier de bureau, donc ils récupèrent des quantités et vous pouvez en acheter en quantité nécessaire pour meubler le monde professionnel. Enfin, il existe, alors pas encore en Île-de-France, des lieux, des ressourceries et des recycleries maintenant spécialisées dans le bâtiment. Il en existe en Bretagne, il en existe vers Lyon et dans lequel vous pouvez acheter des robinets, tout ce qu'il vous faut pour fournir une maison. Et enfin, pour rendre aussi à César ce qui est à César, il faut parler de la plateforme Rotor, qui est une plateforme qui n'est pas française, qui est hollandaise ou belge. Isabelle, on ne t'entend pas? Oui, belge, pardon. Belge, voilà, qui est belge et qui permet d'acheter aussi de tout ce qui est les fournitures pour le bâtiment en réemploi. Et d'ailleurs, le projet dont je parlais tout à l'heure, FCRBE, est donc copiloté par Rotor et Bellastock avec une extension de cette plateforme belge en France. Donc, on a hâte d'avoir cette plateforme belge en France. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis, il y a quand même des choses qui se sont développées dans tous les territoires. Et les ressourceries et les recycleries sont quand même aussi des lieux où on peut aller acheter un lavabo, où on peut aller acheter un robinet. Et je peux vous dire que ça a aussi beaucoup de charme, le réemploi, et qu'on peut faire des très belles choses en récupérant. Tout à fait. Il y a une dernière question qui concerne ce qui a été évoqué sur la seconde phase des travaux. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un bâtiment qui est résilient? Donc, la résilience, c'est la capacité à surmonter des crises et des crises majeures. Donc, ça a été décrit par le psychologue pour enfants Boris Cyrulnik et ça a été un peu repris aussi par les villes qui ont repris un peu ce concept parce qu'elles ont elles-mêmes vécu des crises très importantes à travers les attentats. Mais on sait aujourd'hui que quand on a un attentat ou quand on a une crise climatique ou des crues ou une maladie, comme on le vit actuellement, il faut avoir cette capacité de se réinventer et de trouver des solutions qu'on n'avait pas envisagées. Et donc, nous avons voulu, dans cette deuxième étape des travaux, y mettre une couche complémentaire autour de la résilience et de travailler avec les équipes des canaux. Donc, tous les employés des canaux seront associés à cette réflexion, mais aussi les experts de la ville en charge de la résilience sur comment le bâtiment peut devenir un lieu refuge en cas de crise. Et donc, il y a évidemment un volet
qui est repris dans les travaux et sur lequel on travaille avec Isabelle Lardin, parce qu'un bâtiment qui est refuge, et notamment par exemple sur les questions de crue, et la crue du siècle, donc pour la crue de 1910, dont les eaux ont envahi Paris. En fait, dans l'histoire de Paris, tous les 100 ans, il y a eu une crue majeure. La dernière, c'était en 1910, donc la prochaine peut peut-être arriver bientôt, même si les travaux ont été faits. La dernière avait coupé d'électricité et le métro pendant plus d'un mois à Paris. Et il y a eu pendant 15 jours zéro électricité à Paris. Et on sait que si on a une crue du siècle, et ça peut arriver, ça sera la même chose parce que tout notre système électrique est enfoui dans nos égouts et que ça a beaucoup de qualité parce que ça protège notre beau patrimoine, voilà, nos maisons et nos routes qui sont... Paris est une très belle ville parce qu'elle a tout son réseau électrique enfoui, mais en cas de crue, on sera en difficulté. Et le bâtiment des travaux, tous les travaux sont conçus pour qu'ils puissent fonctionner sans électricité. Donc, aucune des portes n'est dépendante de l'électricité, des volets, etc. Et puis, au sous-sol, il va y avoir trois vélos, oui, pour pouvoir générer nous-mêmes de l'électricité, pour pouvoir alimenter un ou deux ordinateurs pour organiser un secours, pour pouvoir alimenter des téléphones portables pour organiser des secours. Donc, c'est évidemment pas pour avoir un fonctionnement normal, parce que s'il y a une crise majeure, on ne va pas se mettre à continuer à faire le MOOC. Mais en tout cas, on devra peut-être aider et contribuer à l'échelle de notre quartier, de notre territoire, à surmonter cette crise-là. Et donc, on va s'organiser. Mais il y a aussi des crises qu'on prend devant et qui sont les crises climatiques. Et aujourd'hui, la canicule arrive tous les ans. Et tous les ans, c'est des gens qui souffrent et qui peuvent même décéder à cause de la canicule. Et donc, nous avons décidé d'être un lieu refuge en cas de canicule pour les personnes âgées, de pouvoir les accueillir, de les mettre dans des pièces rafraîchies de matière naturelle. Donc là aussi, dans les travaux, on réfléchit comment on peut faire le rafraîchissement naturel au travers la cave, au travers de nouvelles solutions. Et puis, comment, du coup, les employés des travaux peuvent changer leur travail pendant les jours de canicule et accueillir les personnes, leur donner à boire, voilà, leur permettre de surmonter cette difficulté. Donc voilà, et ça, on va l'inventer ensemble. On est très partant si vous voulez travailler avec nous sur ces sujets-là, parce que ça va se faire avec le territoire. On va faire des groupes de travail, on va faire des groupes de réflexion et on essaiera d'en faire des documents qu'on mettra à la disposition de tous, qu'on racontera, comme on le fait aujourd'hui avec ces travaux. On pense collectivement que raconter ce qu'on fait et partager, ça permet de faire avancer tout le monde. Et donc, on reviendra vers vous autour de cette dimension résiliente qu'on veut mettre en œuvre. Merci beaucoup, Elisa. Est-ce que peut-être, Isabelle, vous souhaitez compléter ou Oui, alors Elisa a déjà bien développé la partie résilience par rapport la fonction d'accueil, la fonction aussi d'autonomie vis-à-vis de l'électricité. Et puis, ce que je voulais juste dire, c'est que aujourd'hui, nous avons subi des canicules et donc le bâtiment sera aménagé avec aussi bien en termes d'isolation qu'en termes de protection solaire et tout, pour pouvoir justement être un lieu qui est rafraîchissant, en tout cas limiter l'impact de la canicule aussi bien pour les personnes qui travaillent, comme l'association des canaux, mais également bien sûr pour toute personne qui serait accueillie. Donc du coup, il y a un effort qui est fait sur cette dimension et nous envisageons au niveau de la terrasse de pouvoir la végétaliser avec une récupération des eaux de pluie, pouvoir aussi limiter notre impact. Donc cette dimension de résilience, elle est prise vraiment dans sa globalité, à la fois dans un lieu accueil-refuge, à la fois par rapport à la crise d'électricité qu'a évoquée Elisa, mais également aussi par rapport à la problématique de la canicule, par rapport au bâtiment lui-même et aux gens qui y habitent ou qui peuvent faire des conférences ou des différentes activités. Donc voilà, il est pris dans sa globalité et c'était d'ailleurs un des critères de choix pour les candidats, puisqu'il y avait l'exemplarité que j'ai bien évoquée, mais il y avait aussi la résilience qui était demandée aux candidats.
Merci beaucoup Isabelle pour ces précisions. Et c'est maintenant la fin de cette conférence. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges très riches. Et puis, je remercie bien évidemment nos téléspectateurs d'avoir suivi cette conférence. Je vous rappelle que le MOOC est toujours ouvert aux inscriptions sur la plateforme www.mooc-économie-circulaire.fr jusqu'au 9 janvier et que cette conférence sera disponible en replay sur Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas bien évidemment à aller sur les sites des canaux de la ville de Paris et d'OHU pour en savoir plus sur le travail qui est effectué par nos actrices de la rénovation circulaire qui ont témoigné ce soir. Je vous dis à très bientôt sur un prochain événement des canaux. Bonne soirée.